Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Très heureux d'être là parmi vous physiquement pour, euh, pour discuter et présenter une partie des recherches que je mène au laboratoire Paragraphe à Paris 8. Euh, donc, ce que je vais vous présenter, ça sera bientôt en ligne. Ça ne l'est pas encore, mais vous l'aurez bientôt. Donc, c'est pour ça que j'utilise ma propre machine. Euh, Là, ce que je vais vous présenter, donc, c'est des travaux que moi je qualifie d'humanité numérique, une branche des humanités numériques qui est celle qui s'intéresse aux outils qu'on peut développer pour aider à la recherche dans les humanités, de façon générale, ce qu'on pourrait aussi appeler les sciences humaines. En quoi les outils informatiques peuvent nous accompagner, nous stimuler dans nos recherches autour de l'humain et plus globalement de la connaissance. Il y a quelques siècles, un mathématicien philosophe qui s'appelait Leibniz parlait dans ses ouvrages d'un tissu de l'âme, d'une enveloppe qui entourait la monade et qui était comme un fourmillement de petites inclinaisons. Et ce tissu de l'âme, c'était ce qui nous permettait de discerner notre environnement. Alors, je voudrais partir de cette idée du tissu de l'âme pour faire une analogie par rapport à tout ce qui a été dit là déjà aujourd'hui et sur ces technologies là dont on parle, Facebook, Twitter, TikTok, etc., etc. Cette analogie, c'est celle de ce tissu qui devient vêtement. Et donc, toutes ces technologies, finalement, ce sont comme les vêtements qu'on met et qui nous permettent d'accéder à l'information. Sauf que TikTok, Facebook, etc., on est dans des vêtements qu'on pourrait appeler de fast fashion. Hein. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ce terme-là. Hein. C'est-à-dire que là, les choses vont très très vite. On produit, on produit, on produit. Et puis, à peine utilisé, bah, on passe à autre chose. Et puis, on contribue à une crise écologique majeure à travers notre consommation de vêtements sans aucun frein. Alors, il me semble qu'il y a un parallèle évident avec une autre forme d'écologie qui n'est pas l'écologie, on va dire, naturelle, mais l'écologie cognitive. Et je pense que ces outils de fast fashion numérique sont un vrai problème sur notre écologie cognitive. Alors, si on continue le parallèle, on pourrait parler du prêt-à-porter, hein, c'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent de facilement pouvoir s'habiller et puis se montrer. Alors, dans cette catégorie-là, moi, je vais mettre tout ce qui est des WordPress, tout ce qui est de l'ordre du CMS, hein, des Content Management System, des outils qui sont beaucoup plus évolués que juste le Twitter ou le TikTok et qui permettent de déjà exprimer une pensée un peu plus complexe. Et enfin, dernière étape de mon analogie, ça serait ce qu'on pourrait appeler la haute couture, hein, c'est-à-dire le sur-mesure, les choses qui sont faites spécifiquement pour un besoin très particulier. Et d'une certaine manière, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, l'avantage de la haute couture, c'est que c'est du luxe. Hein. On a le temps de faire les choses, on a le temps de les faire. L'inconvénient, c'est que des fois, c'est pas portable, des fois, c'est même pas tout à fait fini. Et donc, vous me pardonnerez ce défilé de haute couture qui pourrait peut-être avoir quelques soucis. Mais ça, on verra ça. OK. Alors, très concrètement, tout ce dont je vais vous parler, ça part d'un modèle sur lequel je travaille déjà depuis quelques années, qui s'appuie aussi sur des propositions qui viennent d'il y a quelques siècles. Alors, c'est pas Leibniz, mais c'est un de ses contemporains, c'est Spinoza et ses suiveurs, hein, parce que ce que je vais vous montrer s'inspire aussi beaucoup de penseurs contemporains. Donc ce modèle, il est fait pour quoi? Il est fait pour aider à la compréhension de ce qui se passe dans un environnement
et quel type de connaissances va pouvoir se produire dans cet environnement et comment est-ce qu'on va pouvoir les qualifier, les décrire et comprendre leur fonctionnement. Alors, tout d'abord, vous voyez, c'est très, très simple, hein. On a un trait qui va séparer ce qu'on va appeler l'étendue de la pensée. D'accord. On a en haut ce qui pourrait être de la matérialité, et puis en bas, on a ce qui pourrait être de l'ordre de la pensée. Alors, euh, premier élément qui va apparaître, c'est un actant. C'est-à-dire qui est à cheval entre l'étendue, qui est entre l'étendue et la pensée. Cet actant, il va avoir à sa disposition un certain nombre de physicalités. D'accord. Physicalité parce que en tant qu'être humain, il a des bras, des jambes, bon, ça dépend les humains, mais il a sa propre matière en tant qu'existence. Actant, ça peut très bien être aussi un logiciel, ça peut être toute existence qui a une intervention dans une écologie de la connaissance, dans un environnement informationnel. Donc, on a un certain nombre de physicalités, ce que Spinoza appelait les parties extensives. D'accord. Ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est que à ces différentes dimensions de l'existence, vous verrez que là, on va en faire apparaître une autre, sont associés des genres de connaissances particuliers. Et je voudrais juste faire une petite aparté autour des questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Et Camille avait commencé son intervention là-dessus sur les problèmes que les plateformes vont véhiculer comme connaissances. Si on part sur le principe de Spinoza, toute physicalité est porteuse d'idées inadéquates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute expression a en elle-même le chaos qui va faire en sorte qu'on ne va pas pouvoir y retirer une vérité ou quelque chose d'essentiel. Donc déjà, à la base, si on part dans cette analyse-là, on sait que on est voué d'une certaine manière à l'échec, puisque toute information qu'on va pouvoir soit exprimer, soit s'approprier, ça va être des idées inadéquates. Et Spinoza va montrer que on va pouvoir passer de ces idées inadéquates, qui est le premier genre de connaissance, vers petit à petit d'autres genres de connaissances et jusqu'à une connaissance des essences qui sont dans l'intériorité des individus. Alors ça, c'est moi une hypothèse que je pose. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur notamment les propositions de Descola, donc l'anthropologue du Collège de France, qui essaye de montrer que finalement, quels que soient les individus, on est toujours en train de gérer des rapports entre des physicalités et des intériorités. Et il me semble que le passage entre des idées inadéquates et des idées adéquates, c'est justement le passage entre des physicalités et des intériorités. Et donc, un des enjeux fondamentaux qui va nous accompagner autour de ce dont on a déjà beaucoup parlé, l'apprentissage de l'esprit critique, l'apprentissage de l'information, ça va être de comment est-ce qu'on va arriver vers cette intériorité. Alors, on a des actants qui ont des physicalités, qui ont une intériorité ou non. Et puis, on a un autre élément qu'on va appeler le crible. Alors, le crible, ça va être une physicalité qui va nous permettre de traiter l'information qu'on va recevoir pour en extraire un certain nombre de choses ou formaliser un certain nombre de choses. Et ces informations, elles vont être soumises dans notre intériorité à trois pouvoirs fondamentaux. Tout d'abord, un pouvoir de discerner. Alors là, je m'appuie là-dessus sur les recherches, notamment du groupe MU, donc de sémiologie autour de cette idée de comment est-ce que finalement on fait sens. Et donc, eux, ils parlent de termes un peu plus complexes, hein. Ils placent d'anasémiose, de catasémiose et d'élaboration sémiotique. J'essaie de trouver des vocabulaires qui peuvent être peut-être plus simples et notamment dans cette idée d'éducation aux médias. Donc, discerner, premièrement, c'est je reçois une information, qu'est-ce que je suis capable de voir de cette information? Qu'est-ce que je suis capable de comprendre de cette information? Qu'est-ce que j'y vois? Qu'est-ce que j'y vois pas? Ensuite, raisonner.
comment cette information que j'ai reconnue, je vais la faire résonner en moi-même. Alors là, c'est raisonner en termes de raison, mais je pense qu'il faudrait peut-être davantage penser raisonner en termes sonores. C'est qu'est-ce qui résonne en moi de cette information? Qu'est-ce que ça produit en moi? Et à partir de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir agir? Donc, 3 pouvoirs, pouvoir de discerner, pouvoir de raisonner, pouvoir d'agir. Et suivant les situations, eh bien, ces 3 pouvoirs vont être plus ou moins puissants, vont être plus ou moins, tout à l'heure, Camille parlait de joie et de tristesse, et vont être porteurs de plus de joie ou plus de tristesse. Et donc, on est dans ce modèle-là, un moyen relativement simple de décrire n'importe quelle information, n'importe quelle connaissance, et de la décrire de manière très précise. Alors, euh, on a un modèle, et ce modèle, il va être instancié par des informations, vous voyez, qui vont avoir plus ou moins de discernement, suivant qu'elle rentre de plus en plus profondément dans l'intériorité. On va avoir des raisonnements qui sont peut-être très rapides, très courts, qui ont très peu d'ampleur, ou au contraire, qui vont être très grands, beaucoup d'ampleur, qui vont prendre beaucoup de temps, et pour arriver jusqu'à un agir, une expression, qui va passer par de la parole, par des mots, par une action physique, etc., etc. Donc, on a ici une instantiation dans une action particulière, hein, dans une information particulière et une communication particulière d'un moment de quelque chose qui se passe. Et un des objectifs de ce modèle, c'est par rapport à cette potentialité du modèle, comment est-ce qu'on va pouvoir décrire ce qui se passe? Alors, je vais vous donner un exemple tout bête qui est se tromper. Alors, se tromper, qu'est-ce que ça peut être? Se tromper, hop, il y a un truc qui apparaît, et puis on a un crible qui est notre œil, qui va interpréter ça, qui va discerner de ce qu'il reçoit, qui va faire un petit raisonnement, et par rapport à ça, qui va agir avec un crible particulier qui est la bouche. Hein. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oh, le bel oiseau. Donc là, on se dit, ah bah là, je me suis trompé. OK, très bien, mais où est-ce qu'il s'est trompé? Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne se trompe pas? Ah, bah du coup, le crible change, on met une paire de lunettes. Et là, on discerne, on continue, on raisonne, vous voyez, c'est quasiment le même parcours. Et là, au lieu de dire oh le bel oiseau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceci n'est pas un papillon. OK? Alors, qu'est-ce que je veux montrer par là? Je veux montrer par là que la question de se tromper, elle est très, très complexe. C'est-à-dire, est-ce qu'il se trompe, cet individu, en disant ceci n'est pas un papillon? D'un certain côté, on peut dire oui, d'un autre point de vue, on peut dire non. Et où est-ce qu'elle se situe la tromperie? Est-ce que c'est dans le fait de discerner les choses? C'est-à-dire qu'on n'a pas vu quelque chose? Ou au contraire, c'est qu'on a très bien discerné que c'était un papillon qui était une image, et que puisque c'est une image, c'est pas une pipe, c'est pas un papillon. Et donc ça veut dire que dans le raisonnement, on a inclus des discernements supplémentaires qui sont l'histoire de l'art, qui sont la capacité de faire de l'humour, etc., etc., etc. Vous voyez, tout ce qu'on peut rajouter dans ce modèle-là, à chaque point précis de ce flux-là que je fais de manière très caricaturale par quelque chose qui tourne comme ça, on va pouvoir détailler chaque aspect pour dire, ah bah tiens, là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça. Et il se passe ça par rapport à ces ces trois dimensions d'existence qui sont les dimensions physiques, les actants et l'intériorité, les essences, ok, et qui sont aussi par rapport à ces 3 pouvoirs. Quel pouvoir est en jeu? Alors, j'ai pas eu le temps de faire le scénario pour être trompé, parce que c'est là où ça devient aussi intéressant. C'est-à-dire que là, on a un individu qui se trompe, mais être trompé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on rentre dans un collectif, puisque être trompé, on n'est plus tout seul, mais on est en lien avec quelqu'un d'autre. Et l'hypothèse que j'aimais, là, que j'ai pas eu le temps de faire, c'est être trompé, c'est finalement que la communication qu'on reçoit, dans cette communication-là, on a déjà des pouvoirs qui sont imprimés, de discerner, de raisonner et d'agir.
et donc qui squeeze notre propre intériorité. Et que finalement, on va agir indépendamment de nos propres pouvoirs. On va se faire confisquer notre pouvoir. Comme Facebook nous confisque notre pouvoir de discernement en choisissant lui-même ce qu'il va mettre dans le fil. Pareil, notre pouvoir d'agir. Il nous squeeze notre pouvoir d'agir parce qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, on va juste pouvoir faire un like ou quelques. Alors, 5 minutes, je vais me dépêcher. Alors, ce modèle, donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour décrire? Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner donc, avec un autre outil. Alors, quand je vous disais que c'était il pouvait y avoir des coutures qui sautent, là, il y a une couture qui a sauté. Les traits que vous voyez partir, normalement, ils ne devraient pas partir, ils devraient être. Parce que c'est quelque chose de dynamique et donc l'algorithme que j'ai fait, là, il a une petite erreur. Bref, là, ce que je vous montre, c'est la complexité d'une existence dans une base de données. Dans une base de données. D'accord? Donc, on peut arriver à décrire quelles sont les physicalités, quels sont les actants, quelles sont les essences ou les concepts qui interviennent et quel rapport ils entretiennent à un moment donné. Le but, c'est d'arriver à modéliser cet écosystème de connaissances de manière très, très précise pour essayer de faire émerger quelles sont les existences les plus complexes, les plus simples et comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps. Puisque je pars du principe qu'une existence informationnelle, comme pouvait la définir Morin, c'est quelque chose qui a une existence propre et qui va peupler les esprits pour pouvoir survivre. Alors, grâce à ça, on peut, là, ce que vous voyez, c'est un tableau qui va représenter les différentes existences suivant leur niveau de complexité et le nombre de cette complexité dans la base de données. Donc ça permet aussi d'avoir un point de vue méta sur une base de connaissances, de quoi elle est constituée, par quoi, on parlait tout à l'heure on n'a pas les informations sur qui parle et comment il parle, etc. Ça peut être un moyen très simple, enfin très simple. Ça peut être un moyen de pouvoir qualifier la complexité du discours par rapport à c'est quoi les parties, c'est quoi les physicalités qui sont mises en avant, c'est quoi les actants, c'est quoi les rapports, etc. etc., etc. OK. Alors bon, je passe la description de tout ça parce qu'il ne doit me rester que 3 minutes. Donc, je vais aller vite. Et donc, cette description, elle passe par des outils comme celui-là qui vont permettre de décrire, grâce à une grille hexagonale, une existence particulière. Alors là j'ai commencé à faire quelque chose qui est de l'ordre des humanités numériques. Donc, on est de l'ordre du conceptuel. Donc, on va pouvoir décrire les humanités numériques en rajoutant des concepts particuliers donc, qui sont issus de la base de données. Donc, là, on va voir si ça va marcher. Oui, ça marche. Donc là, les humanités numériques, elles sont en rapport avec ces close match. Hein. Je ne rentre pas dans les détails de la classification des rapports, etc. Mais voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir cartographier de façon très précise avec un vocabulaire qui est issu du Linked Open Data. Pareil, je ne rentre pas dans les détails des méthodes de développement, ce qu'on appelle FAIR, hein, qui sont faits pour pouvoir transmettre des connaissances de manière ouverte et reproductible. Donc, on va pouvoir cartographier à travers ce modèle et de façon très précise, c'est quoi une existence informationnelle. Grâce à ça, on va pouvoir alimenter notamment des outils. Donc ça, c'est une expérience qu'on a fait avec des partenaires du Rochester Institute autour de la création automatique d'histoire, où là, on a un outil qui va permettre de générer automatiquement des scénarios et des images pour produire un discours. Alors là, c'est fait pour faire un peu de la littérature. L'idée qu'on a aussi travaillé dans Arcane avec Edisem, c'est comment est-ce que des outils comme ceux-là peuvent être utiles pour produire un discours scientifique. Donc, en gros, des scénarios. Alors, on travaille depuis très longtemps autour de générateurs automatiques de texte. Là, je vous montre donc notamment à travers les travaux de Jean-Pierre Bapt et de leurs héritages. Là, ce que je vous montre, c'est une des dernières versions qui permet de produire automatiquement des prompts et de maîtriser de façon très précise leur sémantique. Tout ça, pareil, je vais très vite, c'est stocké dans une base de données OMKS
de manière à pouvoir rendre interopérables et surtout ouverts ces données. Donc là, ce que je vous montre, c'est comment est-ce qu'on va alimenter tous ces processus à travers notamment des outils de scrapping qui vont permettre de, donc là c'est dans le cas d'un générateur automatique d'affiches, de récupérer des informations sur le web, de les stocker, de les rendre interopérables pour construire ensuite un écosystème complexe de l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, hein, parce que derrière ça, là, je vous ai montré les interfaces, mais derrière, il y a une complexité d'éléments en interaction les uns avec les autres. On est vraiment dans cette idée d'écosystème. Donc là, on quitte l'analogie du vêtement pour aller plus dans l'analogie de la plante, de l'animal, dans un écosystème particulier. Donc je ne détaille pas parce que je crois que j'ai fini mon temps et je vous remercie pour votre attention.